Le programme de la cinématique étant défini, les outils dérivés et intégrales étant définis, appliquons cela à toute une série de mouvements intéressants. Lorsqu'on examine une trajectoire, disons, à deux dimensions, nous avons une position xy à l'instant t1 et une position xy à l'instant t2. Le vecteur déplacement, delta OP, est un vecteur qui part de la position à l'instant t1 pour aller à la position à l'instant t2. Du point de vue schéma, le vecteur déplacement est une corde par rapport à la trajectoire qui va de T1 à T2. Le vecteur déplacement s'écrit comme étant delta x dans la direction AX plus delta y dans la direction AY. Et il vaut bien entendu la vitesse moyenne, vecteur vitesse moyenne, fois la durée delta t. Nous pouvons calculer la longueur du vecteur déplacement au carré grâce au théorème de Pythagore, puisque les axes x, y, qui sont tous les deux des axes de longueur, donc exprimés en mètres, sont perpendiculaires. La longueur au carré du déplacement est égale au déplacement dans la direction x au carré plus le déplacement dans la direction y au carré. Et bien entendu, cette somme est égale à la vitesse moyenne au carré fois la durée au carré. Si on ajoute toutes les longueurs des différents déplacements, nous aurons une approximation de la longueur de la trajectoire. Si nous faisons tendre la durée vers 0, delta x et delta y, les déplacements dans la direction x et y, tendent vers 0, et le vecteur corde déplacement delta OP devient le vecteur tangent vitesse instantanée fois dt. La vitesse est donc bien un vecteur qui est tangent dans l'espace xy à la trajectoire. La longueur du vecteur vitesse instantanée fois dt est égale à la racine carrée de dx carré plus dy carré plus dz carré si nous sommes à 3 dimensions. Et la longueur, cette fois-ci exacte de la trajectoire, est la somme de ces infinités de 0 qui vont d'instant t1 à l'instant t2. Et donc la longueur L est l'intégrale de t1 à t2 de la racine carrée des déplacements infinitésimaux au carré dx carré plus dy carré plus dz carré fois dt. La cinématique vous permet donc de calculer la longueur de n'importe quelle trajectoire, pour autant que vous puissiez calculer l'intégrale. Appliquons la cinématique au mouvement circulaire uniforme. Le point P décrit une trajectoire à deux dimensions dans le système de coordonnées OXY suivant un cercle de rayon R. Seul l'angle θ que fait le point P avec l'axe OX varie au cours du temps. Le mouvement certes est circulaire, mais sera dit uniforme si l'angle θ de t est relié au temps de façon linéaire. θ de t est égal à une constante oméga fois t. Remarquons que la dérivée de θ par rapport à t est évidemment cette fameuse constante oméga. Oméga sera appelée donc la vitesse de l'angle, la vitesse angulaire. L'angle θ augmente donc linéairement avec le temps. Lorsque θ égale 2π, nous avons fait exactement un tour. À ce moment-là, le temps a une certaine valeur τ. C'est le temps nécessaire pour faire un tour. τ sera donc appelé la période du mouvement circulaire uniforme. Exprimons les coordonnées x, y du vecteur position en fonction du temps. En utilisant la trigonométrie, nous savons donc que la position x est le rayon r fois le cosinus de l'angle, c'est-à-dire cosinus d'oméga t. La position y est le rayon r fois le sinus de oméga t. Utilisons la notation vectorielle. Le vecteur position OP est égal à la coordonnée x, c'est-à-dire r cosinus oméga t, fois le vecteur 1x, plus la coordonnée y, c'est-à-dire r sinus oméga t, fois le vecteur 1y. Il est donc aisé de calculer la vitesse instantanée puisqu'il s'agit simplement de dériver le vecteur position par rapport au temps. Le vecteur vitesse instantanée v est égal à la dérivée de r cosinus oméga t, qui est donc moins r oméga sinus oméga t fois 1x, plus la dérivée de r sinus oméga t, qui n'est rien d'autre que r oméga cosinus oméga t fois le vecteur 1y. De la même façon, nous pouvons calculer l'accélération instantanée en dérivant la vitesse.
Et nous avons que le vecteur A, vecteur accélération, est égal à moins r oméga carré fois le cosinus oméga t fois le vecteur 1x, moins r oméga carré fois sinus oméga t fois le vecteur 1y. Nous savons que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire, et ici, puisque la trajectoire est un cercle, le vecteur vitesse est perpendiculaire au rayon. Nous constatons par calcul que l'accélération est exactement dirigée dans le sens opposé de la position, et donc l'accélération est dirigée vers le centre du cercle. On l'appelle cette accélération l'accélération centripète. Les conséquences de l'étude de ce mouvement nous disent premièrement évidemment que le vecteur vitesse est perpendiculaire à la position et que sa longueur ne dépend absolument pas du temps puisque sinus carré oméga t plus cosinus carré oméga t fait 1. Et donc la longueur du vecteur vitesse est oméga la vitesse angulaire fois le rayon. De même, on constate que l'accélération est égale simplement à moins oméga carré fois le vecteur position puisque l'accélération est centripète. On peut calculer sa norme, et la norme, elle aussi, est constante et vaut la vitesse angulaire oméga carré multipliée par le rayon. Rappelons que la période est tau est le temps nécessaire pour faire un tour, et que donc tau est égal à 2π divisé par la vitesse angulaire. De même, on introduit une notion de fréquence qui consiste à compter combien de tours on exécute en une seconde. La fréquence nu est l'inverse de la période, donc nu égale 1 sur tau. Examinons par exemple la situation de Bruxelles. La Terre tourne et donc Bruxelles décrit un mouvement circulaire uniforme. Le rayon de la Terre étant approximativement de 6371 km, la latitude de Bruxelles étant de 50 degrés,85, on peut déterminer le rayon de la trajectoire circulaire uniforme de Bruxelles à 4022 km, puisque c'est le rayon de la Terre fois le cosinus de la latitude. La période étant de 24 heures, puisque la Terre tourne en 24 heures, ce qui nous donne une vitesse qui est égale à oméga r de à peu près 293 mètres par seconde, ce qui correspond à 1053 km par heure, donc assez proche de la vitesse du son dans l'air. On peut déterminer l'accélération et on trouve une quantité très faible de 0,02 mètres par seconde carré. On peut donc résoudre maintenant le petit problème qui consiste à déterminer l'angle que forment les aiguilles d'une montre à 7h38. Déterminons d'abord les périodes des deux aiguilles. La petite aiguille fait un tour en 12 heures et la grande aiguille, celle des minutes, fait un tour en 1 heure. Donc, l'angle que fait la petite aiguille est égal à la vitesse angulaire 2π sur la période multiplié par le temps. Et l'angle de la grande aiguille fait 2π divisé par la période de la grande aiguille fois le temps. Il y a juste une petite astuce, c'est qu'évidemment, après un tour, l'aiguille revient à l'angle 0. Donc si on fait un petit schéma qui montre le mouvement des deux aiguilles, on obtient le graphique suivant. Je peux donc écrire la valeur de l'angle pour tout instant t après 7 heures, tant pour la petite aiguille que pour la grande aiguille. La petite aiguille a parcouru 2π sur la période de la petite aiguille fois 7, les 7 heures, plus 2π sur la période de la petite aiguille fois t moins 7, de telle façon que quand t égale 7, on a bien l'angle de la petite aiguille. Tandis que la grande aiguille démarrant à 0 en t égale 7 heures, l'angle de la grande aiguille est 2π sur la période de la grande fois t moins 7. Je peux donc faire la différence des angles entre la petite et la grande en mettant que le temps est actuellement de 7 heures et 38 minutes, c'est-à-dire 7 plus 38 soixantièmes d'heure. Après un petit calcul simple, on obtient que la différence d'angle est 2π sur 360, ce qui correspond en degrés à la valeur de 1 seul degré. Deuxième application extrêmement simple, le mouvement rectiligne uniforme. Ici, dans ce mouvement, l'accélération est nulle. Donc, la vitesse à l'instant t2
est égale à la vitesse à l'instant t1, la vitesse de ce mouvement est constante. On sait que la position à l'instant t2 est la position à l'instant t1 plus l'intégrale de l'instant t1 à l'instant t2 de la vitesse fois dt. La vitesse étant constante, elle sort du calcul de l'intégrale, et donc l'intégrale de t1 à t2 de v dt est simplement v fois t2 moins t1. Donc la position à l'instant t2 est la position à l'instant t1 plus t2 moins t1 fois la vitesse. Je peux donc écrire les composantes de la position et de la vitesse. Le vecteur vitesse est Vx, Vy, Vz, toutes les trois vitesses constantes. Et donc la position à x à l'instant t2 est la position x à l'instant t1 plus la vitesse x fois t2 moins t1. De même pour y et de même pour z. Ce mouvement est mathématiquement l'expression paramétrique d'une droite. Le mouvement est donc rectiligne et uniforme dans le sens où la vitesse est constante. Le problème du remplissage des bidons est un problème de type mouvement rectiligne uniforme. On s'intéresse donc au volume d'eau dans le petit bidon et le volume d'eau dans le grand bidon. On ne sait pas avec quel débit on remplit le petit, ni avec quel débit on remplit le grand. J'ai donc comme équation le volume du petit bidon à tout instant t est simplement le débit D1, que je ne connais pas, fois le temps t. Alors que le volume d'eau dans le grand bidon, V indice petit g à l'instant t, est égal à D2 fois le temps t. Mais l'énoncé me dit que le petit bidon est à moitié plein à un certain temps grand t que je ne connais pas. Je peux donc écrire l'équation qui dit que le volume du petit bidon divisé par 2 est égal au débit D1 fois l'instant t, ce qui me permet de trouver l'instant grand t où le petit bidon est à moitié plein, ce qui me permet de connaître le volume d'eau à ce moment-là qui se trouve dans le grand bidon. Le volume d'eau dans le grand bidon est D2 fois le temps de remplissage de la moitié du petit bidon, donc est égal à D2 fois le volume du petit divisé par 2 D1. Après cet instant grand t, je permute le débit. Et de nouveau, le volume continue à se remplir, à augmenter de façon linéaire avec le temps. Donc le volume du petit bidon est bien égal au volume du petit bidon divisé par 2, plus cette fois-ci le débit D2 multiplié par T moins le moment grand T où le petit bidon était rempli à moitié. Et je écris de la même façon le volume du grand bidon à l'instant T est égal au volume du grand bidon à ce moment-là, plus le débit cette fois-ci D1 fois T moins le temps de remplissage de la moitié du petit bidon. On me dit qu'à l'instant final, le volume du petit bidon est plein et le volume du grand bidon est plein. J'obtiens donc à ce moment-là deux équations qui me disent que le volume du petit bidon est égal au volume du petit bidon divisé par 2 plus le débit D2 fois la durée. De même, le volume du grand bidon est égal à D2 fois V petit divisé par 2 D1 plus D1 fois la durée. La première équation sur le volume du petit bidon permet de déterminer le temps final de remplissage du petit bidon. Ce temps final étant le même du remplissage du grand bidon, j'arrive à déterminer le lien entre le volume du grand bidon et le volume du petit bidon. Le volume du grand bidon est égal au volume du petit bidon divisé par 2 fois le débit D2 divisé par D1 plus le débit D1 divisé par D2. Ce qui veut dire qu'effectivement, le volume du grand bidon peut bien se déterminer, quel que soit le choix des 1 ou des 2 de débit pour le remplir. Je peux maintenant injecter les valeurs numériques. Le volume du petit est de 12,6 litres. Les débits D1 et D2 valent respectivement 2,9 et 8,7, ce qui me permet de calculer que le volume du grand bidon est de 21 litres. Dernière application de la cinématique, le mouvement uniformément accéléré. Le vecteur accélération est donc une constante. On peut donc calculer la vitesse à un instant t, c'est la vitesse à l'instant t1 plus l'intégrale de l'accélération. L'accélération est une constante, elle sort de l'intégrale, et donc la vitesse à tout instant t est égale à la vitesse à l'instant t1 plus le vecteur accélération fois t moins t1. On calcule ensuite la position à l'instant t, c'est la position à l'instant t1 plus l'intégrale de la vitesse instantanée entre t1 et t.
L'intégrale de la vitesse est maintenant l'intégrale de v à l'instant t1 plus l'accélération fois t moins t1. Et donc nous devons calculer la valeur de cette intégrale. Comme v à l'instant t1 est une constante, elle sort de l'intégrale et nous donne v à l'instant t1 fois t moins t1. Reste à intégrer l'accélération a, qui est une constante, fois t moins t1, à intégrer cette quantité entre t1 et t. On sait que l'intégrale de t, c'est t carré demi. Donc le résultat, c'est que la position à l'instant t est égale à la position à l'instant t1, plus la vitesse à l'instant t1 fois t moins t1, plus l'accélération fois t moins t1 au carré divisé par 2. Le mouvement uniformément accéléré est aussi appelé le mouvement parabolique sur Terre, puisque l'accélération locale au niveau de la Terre est une constante. Nous allons illustrer cela sur un petit problème de lancer de basketball. Le panier de basketball se trouve à 3,05 m de hauteur, le lanceur se trouve à une distance de 6 mètres du panier, et la balle est lancée d'une hauteur de 2,40 m avec un angle de 40 degrés par rapport à l'horizontale. On demande de déterminer la vitesse de ce lancer pour faire entrer la balle dans le panier en supposant une accélération petit g verticale vers le bas qui vaut 9,8 mètres par seconde carré. Faisons un petit schéma de la situation. Nous avons l'axe Z vertical vers le haut et l'axe X horizontal vers la droite. Le départ de la balle est à 2,40 m avec un angle de 40 degrés et à 6 mètres du départ se trouve le panier à une hauteur de 3,05 m. C'est un problème à deux dimensions avec une accélération verticale vers le bas, donc uniquement dans la direction Z, qui est une constante. On peut donc appliquer les résultats du mouvement uniformément accéléré. On applique donc les résultats du mouvement uniformément accéléré. L'accélération n'existe que dans la coordonnée z, donc z à l'instant t est égal à z à l'instant 0 qui est la hauteur grand H, plus la vitesse dans la direction z qui est v sinus θ fois t, moins 1 demi gt carré, le moins parce que l'accélération est verticale vers le bas. Pour la coordonnée x, il n'y a pas d'accélération, x à l'instant 0 vaut 0, et donc x à l'instant t est simplement v cosinus θ fois t. J'évalue maintenant l'instant grand t, où la position x de la balle est égale à la distance L, les fameux 6 mètres. Cette équation, nous disons que le temps grand t est égal à la distance grand L divisé par v cosinus θ. J'injecte maintenant cette valeur du temps dans la coordonnée z et j'obtiens comme équation que z à cet instant grand t vaut la hauteur h de départ plus v sinus θ fois L divisé par v cos θ moins 1 demi g grand t au carré, et comme grand t vaut L divisé par v cos θ, j'ai L carré sur v carré sur cosinus carré θ. Je vais imposer maintenant que cette hauteur z à l'instant grand t vaut la hauteur grand D du panier. J'ai donc une équation qui relie la hauteur du panier grand D égale la hauteur grand H de départ plus L tangente θ moins 1 demi G fois L carré divisé par V carré cosinus carré θ. La seule inconnue dans ce problème est grand V. Je regroupe l'inconnu d'un côté et je regroupe les termes connus de l'autre côté. Et donc j'ai un demi G L carré sur V carré cosinus carré θ égale grand H plus L tangente θ moins D. Je manipule cette expression pour déterminer la vitesse grand V qui vaut la racine carrée de cette fraction longue, et puis j'injecte les différentes valeurs de petit g, de grand L, de θ, de h et de grand D, et je trouve que la vitesse est de 8,28 mètres par seconde.